nous allons nous remettre sur notre jam. C'est pas du tout ça. Je me suis trompé. Hop. Où est-il? Alors, où est-il? Jam de ce matin. Hop, ça je peux fermer. Désolé, comme j'en avais plusieurs d'ouverts. Il me semble que Vincent, il a partagé dans le chat le jam de ce matin. Ouais, mais moi, pour l'afficher à l'écran, il faut que je l'ai, c'est parce que j'en ai plusieurs d'ouverts. Merci, mais hop, je l'ai retrouvé et il fallait que je l'affiche sur un de mes écrans pour qu'il vienne ici. Pas de souci, merci Lorraine, quand même. Donc voilà, en fait, on avait, je reprends juste ce matin ce qu'on avait fait, on avait déjà vu la responsabilité du fait personnel et ici on a mis à chaque fois les conditions de mise en œuvre. Et on a fait la responsabilité du fait des choses, on a fait la responsabilité des parents du fait de leur enfant, et il nous restait donc ici la responsabilité, je vais marquer de l'employeur du fait de leurs salariés. Voilà. Ici, encore une fois, on va regarder un petit peu ce qu'on a en termes de conditions, en sachant qu'on a toujours les fameuses conditions de lien de causalité et préjudice. Donc évidemment, il va falloir qu'on puisse démontrer que le salarié ou la personne qui a commis le fait dommageable, c'est bien un salarié de l'employeur. Moi, j'ai oublié de fermer la porte. C'est bien un salarié de l'employeur. Alors, on va facilement le démontrer quand on va nous dire, voilà, c'est un salarié. On va présumer qu'effectivement, il y a un contrat de travail et donc un lien de préposition entre les deux. Et il faut que la faute qui ait été commise par le salarié soit une faute dans l'exercice de ses fonctions. Donc, on va devoir démontrer une faute d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions. Alors, dans une faute d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Alors, je vais rajouter une faute civile et vous expliquer après pourquoi. Voilà. Donc, si on démontre que la faute est liée bien sûr aux fonctions du salarié, qu'il l'a réalisé alors qu'il était en train d'effectuer tout simplement son boulot, mais qu'il y a eu une erreur de fait, que cette faute a été bien à l'origine du préjudice et que et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice, à ce moment-là, le salarié ne peut pas être mis en cause, c'est l'employeur qui sera mis en cause. Ici, petite remarque, si les trois conditions sont réunies, ça détermine la responsabilité de l'employeur, mais en plus, ça excuse, ça exonère, ça provoque une immunité. Ici, il y a en plus immunité du salarié. C'est-à-dire que la responsabilité du salarié ne peut pas être engagée. Petite remarque que l'on peut faire en plus. Ah. Bon, peu importe. Il y a en plus, petite remarque, une immunité du salarié. D'accord. Alors pourquoi je précisais tout à l'heure faute civile? Parce que justement, cette immunité, elle tombe quand il y a une faute pénale.
On va me dire comment on peut faire une faute pénale. Bon, voilà. Vous connaissez la différence entre le caractère civil et le caractère pénal d'un comportement, c'est-à-dire que si demain, le salarié, alors que c'est un électricien, d'accord, il vient faire des travaux chez moi et il se trompe en branchant deux fils, du coup, ça provoque un court-circuit dans la maison et mon ordinateur crame. Bon, voilà, il a fait une faute, certes, une faute professionnelle, d'accord, mais ici, cette faute n'a pas de caractère pénal, d'accord. Rien dans le code pénal ne détermine une telle faute. Ça n'est pas une infraction. Maintenant, donc ce même salarié, si je continue ma démarche ici, voilà les faits qui me sont présentés. Donc je vais commencer comme d'habitude, hein, la responsabilité du fait de l'employeur du fait de son salarié requiert trois conditions. Une faute civile d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions, un préjudice, un lien de causalité entre le préjudice et la faute. D'accord. En outre, si ces trois conditions sont réunies, le salarié bénéficiera d'une immunité de responsabilité. En l'espèce, le salarié est bien un employé de Monsieur X, d'accord. Il a bien commis une faute alors qu'il est en train de travailler pour Monsieur X, d'accord. Que cette faute, c'est une simple erreur professionnelle, mais qui est bien à l'origine du dommage. Le dommage, ici, c'est un dommage matériel, puisqu'il y a eu un court-circuit et qu'aujourd'hui, mon ordinateur, il est HS. S'il n'y avait pas eu de court-circuit, il n'y aurait pas eu de problème à mon ordinateur, donc le lien de causalité est établi. Voilà, je viens de démontrer que toutes mes conditions sont réunies. Je peux donner ma conclusion. Par conséquent, la responsabilité de l'employeur peut être engagée, mais l'employé ne peut être responsable du dommage qu'il a causé. Parce qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Certes, il a fait une erreur, mais il est dans l'exercice de ses fonctions. Alors peut-être après, l'employeur pourra éventuellement le sanctionner à travers soit un licenciement si la faute est suffisamment grave, d'accord, ou soit un avertissement ou un blâme. On a vu toutes les mesures de sanction que l'employeur pouvait prendre à l'égard d'un salarié. Voilà. Par contre, si effectivement on a vu une faute pénale, mais voilà, vos connaissances, elles ne doivent pas aller jusque-là, mais simplement un salarié qui aurait volé alors qu'il était en train de travailler, volé par exemple chez un client, je fais venir toujours mon électricien, là, je m'absente 5 minutes pour aller faire une course, je le laisse tout seul, je reviens, il me manque mon iPad, on arrive à déterminer que c'est bien lui l'auteur du vol. Effectivement, il était dans l'exercice de ses fonctions, hein, mais la faute, ici, elle a un caractère pénal puisque c'est un vol, c'est une infraction. À partir de là, c'est lui qui portera la responsabilité puisque son immunité ne fonctionne pas, elle saute à cause du caractère pénal de l'acte qu'il a eu. D'accord. C'est pas trop à savoir ici, je préfère juste préciser faute civile pour éviter quand même toute ambiguïté, mais dans tous les cas, ici, on est plus, nous, sur le caractère civil, et donc la faute de l'employeur qui peut être recherchée, enfin la responsabilité de l'employeur qui peut être recherchée. Vous voyez qu'ici, je vais refaire un petit carré pour terminer. Voilà, pour séparer nos deux affaires ici. Voilà, vous avez en deux fiches, deux petites fiches, d'accord, pratiquement tout sur la responsabilité civile. Il nous manquera peut-être les conditions d'exonération, on le fera, je pense qu'on aura peut-être le temps de le faire d'ici la fin du cours, mais vous avez toutes les notions qu'il faut savoir et qu'il faut maîtriser. Maintenant, il n'y a plus qu'à les apprendre. Ça marche, ben, on va les mettre en œuvre. On va les mettre en œuvre ces notions avec les cas pratiques que je vous propose. Alors, ils sont sur votre NetCampus. Hein. J'ai commencé à mettre à jour les cours qui manquaient, hein, donc ils sont peut-être un petit peu au-dessus. Ça s'appelle Révision la responsabilité civile délictuelle, tout campus. Je vais les afficher, je vais les mettre à l'écran, comme ça on pourra les lire ensemble.
Voilà pour le premier cas pratique. On va le lire ensemble et regarder les éléments qui sont intéressants. Ici, un monsieur qui s'appelle Monsieur Jean Blonblon a décidé de faire du sport. Un beau matin, il part courir et au bout de quelques kilomètres, il heurte la boîte aux lettres d'un voisin qui était situé au milieu du trottoir. Alors le voisin, il s'appelle Monsieur Pas Gentil et effectivement, il n'est pas très aimable, ce voisin. Et en fait, il semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour embêter ses autres voisins. Alors, Monsieur Jean Blonblon, donc, qui a heurté, je vous rappelle, cette boîte aux lettres, se casse l'épaule en tombant. Actuellement, il occupe un emploi de manutentionnaire et donc il ne peut plus travailler. Il n'a pas pu travailler pendant quelques mois. Voilà, il entend exercer une action contre ce voisin pour demander réparation de ses préjudices. Et il aimerait bien savoir comment il peut agir et sur quel fondement, surtout. Donc, il va falloir choisir dans nos 4 responsabilités de la civile laquelle on peut mettre en œuvre et éventuellement, il se peut qu'il y en ait plusieurs qu'on puisse mettre en œuvre. À ce moment-là, ici, nous, dans le cas présent, on va traiter de toutes les possibilités que l'on va avoir. Donc, je vous laisse réfléchir 2 minutes, d'accord, mais pas plus, hein, d'accord. Vous pouvez voyager là sur le jam, essayer de voir un peu comment on peut agir, construire dans votre tête votre raisonnement, et puis si quelqu'un après veut se lancer, je serai à l'écoute et très heureux de l'écouter. Je vous laisse juste réfléchir 2 minutes, pas plus, hein, de façon à ce que je puisse après vous écouter. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait se lancer, bien sûr, en appliquant la méthode qu'on a appliquée depuis ce matin? Il ne faut vraiment pas hésiter. Même si vous vous plantez, même si vous dites des bêtises, c'est pas grave. On est entre nous. Et c'est le moment de vous tester. Alors, Lorraine et Vincent, allez, honneur aux dames. D'accord, Vincent, vous serez d'accord avec moi. On va laisser faire Lorraine et après, de toute façon, on vous écoute, Vincent. Allez-y, je vous écoute, Lorraine. Alors, j'aurais dit que c'est la responsabilité civile du fait des choses, parce qu'il y a une chose, donc l'intervention d'une chose, un préjudice, une épaule qui est cassée, et le lien entre les deux, l'épaule a été cassée sur la chose, sur la boîte aux lettres. Ok, alors vous voyez, vous m'avez, sur le fond, on est plutôt bon, hein, d'accord? Sur le fond, votre raisonnement est plutôt bon. Vous m'avez donné les conditions, d'accord? Sauf que vous avez oublié les conditions, d'abord. Qui est le gardien, d'accord, de la chose? Donc, voilà, à qui appartient la boîte aux lettres, d'accord? Et surtout, ce que je vous reproche, attention, hein, de façon très pédagogique, c'est que vous m'avez dit c'est la responsabilité du fait des choses. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne peux pas commencer mon raisonnement comme ça. Vous devez commencer votre raisonnement en me donnant toutes les conditions. Ensuite, vous vérifiez les conditions et ensuite, vous me dites OK, c'est la responsabilité des choses qui peuvent aller. D'accord, Lorraine? Est-ce que Vincent, vous voulez D'accord. vous tester? Je veux bien, mais je suis pas sûr de faire mieux. C'est pas grave, on s'en fiche. Vous savez, je préfère vous entendre dire des bêtises plutôt que le faire moi-même. C'est bon, normalement, la responsabilité, je maîtrise un peu les choses. Plutôt que de le faire moi-même, il n'y a rien de plus ennuyeux que de parler tout seul. Allez-y, je vous écoute, Vincent. Comment vous auriez formulé ça?
appartient cette chose, un préjudice et un lien de causalité entre les... Alors peut-être, Vincent, vous Le pourriez préjudice et recommencer. la faute. Vincent, vous Et posez ensuite, question. Vincent, est-ce que vous pourriez recommencer depuis le début? Parce qu'en fait, oui. on vous a pas entendu, à mon avis, vous n'avez pas ouvert tout de suite votre micro. Allez-y, recommencez depuis le début. Ah, ok, ça marche. Ça marche. Responsabilité civile du fait, il aurait fallu donc une intervention d'une chose, démontrer à qui appartient cette chose, un préjudice et un lien de causalité. Le préjudice est la faute commise, et qu'ensuite, donc, la chose en question, c'est le gardien de la chose, c'est monsieur, du coup, j'ai plus le nom du monsieur, mais Ouais, pas gentil, je crois. c'est pas gentil, voilà, oui. Euh, Pourquoi c'est le gardien de la chose, propriétaire, mais on monsieur? va aller sur la publique. Pourquoi Le c'est le préjudice, gardien? du coup, ben, c'est parce que c'est sa boîte aux lettres, il y a son nom dessus, je pense. C'est le propriétaire, surtout. Voilà, ok. Allez-y, continuez. Et donc, le préjudice, c'est une épaule cassée. Oui, Et vous m'entendez? Ok. oui, oui, Le je vous préjudice, entends. du coup, j'aurais dit que c'était l'épaule cassée. Oui, c'est ça. Et le lien de causalité entre le préjudice et la faute, bah, c'est du fait que la boîte aux lettres était au milieu de la chaussée. Il y a une épaule, l'épaule de monsieur, je ne sais plus, a été cassée Ok, par ça. ça marche. Bah, c'est déjà un petit peu mieux. Et ça l'empêche de travailler, du coup. Voilà. C'est un petit peu mieux dans la démarche. Ok, quelqu'un d'autre veut se lancer? Alors, c'était plutôt pas mal, hein, les deux, c'est bien, hein. Il faut vous lancer, hein. Vous voyez, les remarques que je peux vous faire, elles sont vraiment très constructives et elles sont là pour vous aider. La première remarque que je ferai quand vous... n'oubliez pas de... Donc Vincent, vous avez bien dit toutes les conditions à chaque fois, d'accord? Donc il faut qu'il y ait l'intervention d'une chose, l'intervention matérielle d'une chose. Il faut déterminer qui est le gardien de la chose. Il faut démontrer qu'il y a un préjudice et il faut démontrer qu'il y a un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Voilà comment vous allez donner tout votre droit. Ensuite, en l'espèce, ici, J'ai une petite question juste. allez-y. Allez-y, Vincent, posez votre question. Euh, le préjudice, est-ce qu'on peut dire que c'est le fait qu'il ne puisse pas travailler du coup, ou c'est vraiment l'épaule cassée? Non, c'est les deux. C'est les deux. Ici, il aura, quand vous allez parler de préjudice, ayez à l'esprit de parler de dommages corporels quand la personne est touchée, hein, physiquement, ou de dommages matériels quand sa voiture est cassée, ou de dommages financiers quand il y a une perte de salaire, certainement due au fait qu'il ne puisse pas travailler. Donc vous avez, bon, il y a un certain nombre de préjudices que l'on peut déterminer, mais vous, si vous savez que on parlera de préjudice corporel quand il y a une atteinte à la personne, de préjudice financier quand il y a une perte d'argent, et de préjudice ou de dommages matériels quand quelque chose a été cassé. D'accord? Vous retenez ces trois types et à chaque fois, vous allez l'aider. Vous allez dire, le préjudice est déterminé parce qu'il y a un dommage corporel. Monsieur Tartampion s'est cassé l'épaule. Bon, mais là, c'est super. Là, vous avez dit exactement ce que le correcteur va attendre. Et donc ici, il y en a deux de préjudices. Il y a un préjudice composé de deux dommages, un dommage corporel, l'épaule cassée, et certainement, on peut le deviner, un dommage, oui, il y a une autre responsabilité, Maxime, un dommage financier ou un préjudice financier, puisqu'il y aura certainement une perte d'argent à cause de son inactivité pendant quelques mois. Donc, encore une fois, hein, vous déterminez bien toutes les conditions au départ. Ensuite, vous les vérifiez. Ici, il y a bien intervention d'une chose, puisqu'il y a eu contact entre la boîte aux lettres et M. Blonblon, ce qui a provoqué sa chute, et dans la chute, le fait qu'il se casse l'épaule. Donc, il y avait eu un contact, il y avait une intervention matérielle d'une chose. Ça, c'est la première condition qu'il fallait vérifier. La deuxième condition, elle repose sur la garde
Ici, le propriétaire est présumé être le gardien, donc monsieur pas gentil est le propriétaire. Ensuite, il faut qu'il y ait un préjudice, on vient d'en parler, un lien de causalité. Ici, le lien de causalité, effectivement, si la boîte aux lettres n'avait pas été là, il ne l'aurait pas rencontré et il ne se serait pas cassé la figure, etc. etc. Vous venez de démontrer que toutes les conditions étaient réalisées. Je veux que vous me fassiez une conclusion qui sera toujours la même, d'accord par conséquent, toutes les conditions de la responsabilité du fait des choses étant réunies, monsieur pas gentil pourra, ou monsieur Blobon pourra obtenir réparation auprès de monsieur pas gentil de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle, délictuelle, et du fait des choses. D'accord. Donc je répète ma conclusion. Monsieur toutes les conditions étant réunies, vous dites, bah, tout ce que j'ai montré avant, ça fait que c'est bon, quoi. Voilà, toutes les cases sont cochées. Toutes les conditions étant réunies, Monsieur Blonblon pourra obtenir réparation de son préjudice auprès de son voisin sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Donc, vous dites les conditions, je peux obtenir mon préjudice et vous rappelez le fondement juridique, c'est-à-dire ici vous avez agi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Maxime, avez-vous une idée, puisqu'il y avait aussi une autre solution? Eh ben, je serais peut-être parti, je ne sais pas si vous m'entendez, sur Oui. la responsabilité contractuelle du fait du fait personnel. Alors, contractuel, je ne suis pas d'accord, Maxime. Contractuel, pardon. Délictuel, on est d'accord. Délictuel. Ok, oui, oui, bien sûr. On pouvait avoir une deuxième possibilité ici. Et allez-y, je vous écoute sur votre démonstration. C'est un petit peu flou dans ma tête, mais je pense que la faute serait générée par, euh, par le voisin Christophe pas gentil du fait euh, qu'il ne prenne pas soin de son matériel. Mais après, Ouais. on revient un peu sur. Toujours la même façon. Hein. D'abord, vous me dites la responsabilité du fait personnel demande à ce que trois conditions soient réunies, une faute ou un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité. En l'espèce, la faute peut être, monsieur pas gentil ayant un comportement pas très agréable, il n'y a pas un comportement standard de la personne classique. D'accord. Donc, son comportement peut être assimilé à une faute. Puisque, a priori, c'est volontairement qu'il fait tout pour embêter ses voisins. Et il a sans doute mis sa boîte aux lettres au milieu du trottoir, alors que il l'a mis là exprès pour embêter ses voisins. Donc on voit que dans son attitude, c'est bien son attitude qui peut être assimilée à une faute. Alors certes, ce n'est pas une énorme faute, mais malgré tout, c'est bien cette attitude-là qui, ici, est assimilé au fait générateur. S'il n'avait pas eu cette attitude-là, il n'aurait pas mis sa boîte aux lettres à ce moment-là. Et a priori, M. Blonblon ne l'aurait pas rencontré. Donc, effectivement, l'attitude, et le Hod le précisait aussi en commentaire, l'attitude du voisin peut être assimilée à une faute. Quant au préjudice et au lien de causalité, on dit la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'on les a déjà démontrés. Hein. Le préjudice, c'est un dommage corporel, la blessure, et certainement un dommage financier concernant la perte en salaire. Le lien de causalité, si monsieur pas gentil n'avait pas eu ce comportement à vouloir tout le temps embêter ses voisins, alors il n'aurait pas mis sa boîte aux lettres là, et donc il n'y aurait certainement pas eu l'accident. Mais encore une fois, j'insiste, votre droit d'abord, vos faits après. Alors, même si vous ne vous exprimez pas super bien, soyez simple. La responsabilité du fait personnel demande la réunion de trois conditions. Une faute, un préjudice, un lien de causalité. Si vous me dites ça, vous avez 100% des points sur la première partie. Ensuite, à vous de le démontrer. Et votre conclusion, toutes les conditions sont réunies. Alors, monsieur Blonblon pourra engager la responsabilité de son voisin sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Ce n'est pas compliqué, c'est juste une phrase. Si vous voulez, vous la prenez par cœur. Mais je veux vraiment que dans vos copies, je veux lire ça. D'accord. Les conditions sont réunies, alors je peux engager la responsabilité délictuelle. Voilà, donc effectivement, c'était les deux fondements ici sur lesquels on pouvait agir. Celle du fait des choses, parce qu'effectivement, il y a une chose qui est en jeu, et donc qui a été ici à l'origine du dommage,
et puis le voisin qui a aussi un comportement pas super sympa et qui pourrait, dans tous les cas, faire l'objet de la mise en œuvre d'une responsabilité du fait personnel. On voit qu'ici, de toute façon, tout nous mène vers le voisin. Bon. Donc, que ce soit sur l'un ou sur l'autre des fondements juridiques que l'on a évoqués, la responsabilité du voisin, elle sera de façon sûre engagée. Deuxième cas. Alors, on a une petite fille. On va dire que c'est une petite fille qui est mineure. Je ne l'ai pas précisé, mais quand on dit une jeune fille turbulente, bon, on imagine bien qu'elle n'a pas 20 ans, cette gamine. D'accord. On peut imaginer qu'elle a 6-7 ans. Une petite fille qui est assez turbulente demande à sa maman si elle peut pousser la poussette dans laquelle sa petite sœur âgée de 8 mois est en train de faire la sieste. La petite famille est en balade, donc sa mère lui laisse tenir la poussette et toute la petite famille se balade. Du coup, la petite se réveille, la maman la prend de la poussette et l'autre petite fille, donc Marie, continue à pousser la poussette. Elle est un peu distraite par une copine qui l'appelle, du coup elle lâche la poussette dévale la pente et va venir percuter un cycliste qui passait dans un square. Le cycliste chute et se casse la clavicule. Allons-y, sur quel fondement éventuellement le cycliste pourra obtenir réparation de son préjudice et auprès de qui? On imagine aussi, c'est pas précisé, que monsieur et madame, les parents donc, de la petite Marie, sont toujours mariés. D'accord. Je vous laisse pareil réfléchir 2 minutes, peut-être poser un peu les choses, et puis ensuite, j'aimerais bien que quelqu'un se lance. On a plusieurs choses que l'on peut voir. Allez, quelqu'un veut-il se lancer? Ok, Maxime, allez, on vous écoute. Et après, Charlène, on vous écoute aussi. Alors du coup, moi, une des possibilités que je pense démontrer, c'est que du coup, mettre en œuvre la responsabilité civile du fait des choses de la mère. On sait qu'il faut l'intervention d'un matériel, donc ici c'est la poussette. Qui est le gardien de cette chose? Ben, c'est la mère de la jeune fille. Le préjudice qui est causé, c'est le fait que le cycliste ait été percuté par ce matériel et qu'on imagine il se soit blessé. Et Alors, il a la clavicule cassée. Hein. Du coup, donc le préjudice, c'est une clavicule cassée. Le lien de causalité, c'est la perte d'attention sur son matériel qui a provoqué la chute du cycliste. Donc, de ce fait, comme on a les trois conditions réunies, on peut mettre en œuvre la responsabilité du fait des choses de cette mère de famille. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, d'accord. Il manque maintenant il n'y a plus qu'un détail. Je veux les conditions avant, et après, vous me dites le préjudice, c'est ça, ça, c'est ça. Ça, ok, vous avez bien, mais vous m'avez pas. En fait, il faut dire tout sans le démontrer tout de suite. Il faut dire la responsabilité du fait des choses demande la réunion de 4 conditions, l'intervention d'une chose matérielle, la détermination du gardien, le préjudice, le lien de causalité. Maintenant, je vous démontre. L'intervention du matériel, effectivement. Après, mais il y a d'autres solutions, hein. Vincent. Après,
c'était Charlène, je crois, qui avait aussi levé la main. On va l'écouter après. Voilà, donc vraiment, donnez d'abord les conditions, ensuite les vérifier et ensuite votre conclusion. Votre conclusion, elle était plutôt pas mal. Alors, juste sur le gardien, même si vous avez raison, d'accord, vous avez raison que la mère est la propriétaire de la poussette, d'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous opposer, vous dire, oui, mais au moment où la poussette a été lâchée, qui avait l'usage, le contrôle et la direction? C'est sa petite fille. Donc, on peut discuter de ce point-là, mais comme c'est une perte d'usage, on va parler des enfants mineurs après, mais comme c'est une perte d'usage temporaire, très temporaire, d'accord, à partir de là, le propriétaire reste quand même responsable. Il n'y a pas de transfert de la garde si c'est très temporaire. Alors, c'était pas mal. Je crois que c'était pas Lorraine, c'était Charlène. Non, c'est pas ça, j'ai vu tout à l'heure. Charlène qui avait levé la main aussi. Oui, c'est ça. Vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Allez-y, Charlène, on vous écoute. Je tente. Donc, moi, j'aurais parlé de la responsabilité des parents. Donc, je voulais dire comment j'ai mis ça? La responsabilité des parents du fait de leurs enfants parle d'une faute ou fait générateur commis par un mineur, plus un préjudice, plus un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Dans ma deuxième partie, j'aurais mis donc qu'on avait la présence de l'enfant mineur, qu'on avait le fait générateur, c'est l'enfant qui lâche la poussette, qu'on avait le préjudice, l'épaule cassée par le cycliste, et mon lien de causalité avec la poussette lâchée par l'enfant qui cause le dommage corporel. Et en dernier, du coup, la petite phrase de conclusion. Du coup, par conséquent, toutes les conditions de la responsabilité du fait des parents par rapport à leurs enfants est réunie. Donc, le cycliste pourra obtenir réparation de son préjudice auprès de la mère de l'enfant. Auprès des parents, exactement. C'est super, Charlène. C'est exactement ça. Exactement ce qu'il faut. D'accord. On a bien nos trois parties, d'accord, avec que du droit dans la première partie. Vous avez dit ce que vous connaissiez de la responsabilité des parents du fait des enfants, d'accord. Vous me l'avez démontré par la suite en prenant chaque condition et en mettant du texte, enfin des faits au niveau de chaque condition, et vous avez conclu. C'était nickel, parfait. C'est exactement ça, on y arrive, c'est super. Quelqu'un d'autre veut intervenir et veut tenter quelque chose? D'accord. Alors, je vais juste parler des enfants, d'accord. Mais c'est juste pour vous expliquer, ce n'est pas du tout dans votre cours. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. On ne vous parlera pas de problématiques avec des enfants pour lesquels on pourrait rechercher leur propre responsabilité. D'accord. C'est juste pour votre information parce que la question a été posée. Un enfant est responsable civilement de ce qu'il fait. D'accord. Si un enfant, par exemple la petite ici qui a lâché la poussette, donc elle a été imprudente, d'accord, on pourrait très bien aller rechercher la responsabilité d'un enfant. Depuis 1984 et 2 arrêts de la Cour de cassation, l'enfant même qui n'a pas conscience de ce qu'il fait peut être responsable de ce qu'il fait, peut avoir commis une faute, alors même qu'il n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Mais pourquoi ne va-t-on jamais aller rechercher la responsabilité d'un enfant? Rappelez-vous de à quoi sert la responsabilité délictuelle? La responsabilité civile, globalement, qu'elle soit délictuelle ou contractuelle d'ailleurs. Elle sert à quoi? A priori, l'enfant ne pourra pas payer pour réparer le dommage. Exactement, exactement. La responsabilité civile sert à réparer un dommage, donc à payer, clairement. D'accord. La responsabilité pénale sert à sanctionner, elle, à punir d'une amende ou éventuellement même d'une peine de prison. Ici, je ne vais pas aller attaquer un enfant, qui aurait comme représentant ses parents. Je vais demander les sous à l'enfant. Je vais demander à l'enfant de me payer 10 000 euros de dommages et intérêts parce que j'ai eu la clavicule cassée. Ah non, c'est pas ça, ça n'aurait aucun sens. Mais juridiquement, ça aurait du sens. Le tribunal dira oui, on va condamner. Et dans tous les cas, ça va être ses parents qui vont payer à sa place à ce pauvre garçon. Et pourquoi, malgré tout,
on retient qu'un enfant peut faire une faute, même s'il n'a aucune conscience. C'est parce que n'oubliez pas que la faute, on le verra peut-être juste après, juste pour le troisième cas d'ailleurs, que la faute peut être exonératrice de responsabilité. On verra après. Je vais vous réexpliquer justement ces deux arrêts d'Erguigny et Le Maire de 1984 où la faute d'un enfant de 4 ans a été retenue dans le litige, alors même qu'il n'avait aucune conscience de la faute qu'il faisait. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en responsabilité pénale. Un enfant ne peut pas être tenu pénalement responsable s'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on détermine à peu près l'âge de la responsabilité pénale à partir de 13 ans. Si un enfant de 10 ans commet un vol, on va estimer qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Alors, à partir de là, il sera complètement exonéré de responsabilité pénale, mais pas en civil. En pénal, oui. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit, ça va être plutôt marrant. Hop, qu'est-ce que vous me dites? Vincent, aux 18 ans d'enfant, c'est un beau cadeau, ça, de payer un préjudice survenu à ses 10 ans. Ouais, sauf que l'action, elle est prescrite au bout de 5 ans. Donc, une action civile, d'ailleurs commerciale aussi, vous pouvez agir pendant 5 ans après la survenance. Au bout de 5 ans, vous ne pouvez plus agir en responsabilité civile, délictuelle ou même contractuelle. Il y a la responsabilité quinquennale. La prescription, c'est le délai que l'on a au-delà duquel on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que la justice dira « Monsieur, il est trop tard, il fallait agir avant ». Et donc, on ne pourra pas, vous en entendez parler en ce moment de la prescription, notamment en matière de viol et d'inceste, où des affaires sortent aujourd'hui, et ces affaires, elles ont été malheureusement commises, ces crimes, puisque c'est un crime, ont été commis il y a 20 ans ou 30 ans, et qu'à partir de là, on dit qu'il y a prescription. Donc l'auteur, même si tout l'accuse, même si c'est une évidence qu'il soit coupable, ne sera jamais poursuivi. En général, il existe la prescription partout. Peut-être vous savez pour quels crimes sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on pourra aller vous rechercher votre responsabilité. Ici, on est en matière pénale, quel que soit le temps qui s'est écoulé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Non, ça ne vous parle pas du tout? Non, le terrorisme, c'est pareil, il y a une prescription. C'est les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Même les infanticides, il y a une prescription. Il n'y a que le crime contre l'humanité et les crimes de guerre qui sont imprescriptibles. Les autres, la prescription va entre 20 et 30 ans. Au bout de 20 ans ou 30 ans, si vous n'avez jamais été inquiété, vous échappez à toute poursuite. Allez, on fait notre dernier cas. Tac. Là, on a largement le temps de le faire. Hop, allez. Je vous explique et après vous vous lancez. Ici, Monsieur Félix, blablabla, il se rend à la plage. D'accord ? Il y a un plongeoir. Monsieur Félix sait qu'à cet endroit-là, les eaux ne sont pas très profondes. D'accord ? Donc, il a conscience, lui, ici, qu'il risque de se blesser. Malgré ça, il décide de sauter du plongeoir et bien sûr, il se blesse, évidemment. Alors, c'est une plage qui est gérée par une personne, donc un employeur, hein, et M. Félix s'adresse donc à cet employeur et lui dit, voilà, je voudrais que vous répariez mon préjudice, ici, j'ai été blessé, etc., etc. L'employeur lui dit, non, c'est pas moi, c'est mon employé, et d'autant que l'employé, il a fait une bêtise puisqu'il devait surveiller le plongeoir et il s'est absenté. Donc, si vous voulez rechercher la responsabilité de quelqu'un, allez voir l'employé et ne venez pas me voir. D'accord ? Parce que ce n'est pas moi qui, selon l'employeur, bien sûr, est responsable. Alors, que pensez-vous de cette approche et qu'est-ce que vous pourriez dire à M. Félix sous forme de syllogisme pour résoudre son problème ?
Je vous laisse pareil, réfléchir 2 minutes, peut-être noter 2, 3 petites choses. Et puis, après, on attaque. Alors, quelqu'un veut se lancer? Mis à part ceux qui se sont déjà lancés, allez-y. Il faut surtout ne pas hésiter, même si vous dites des grosses bêtises, c'est pas très grave, on s'en fiche. C'est le moment de dire justement des bêtises, de façon à pouvoir, le jour de l'examen, ne plus en dire. Ophélie, vous n'avez pas envie de vous lancer? J'ai pas tous les. J'ai pas tout. Enfin, j'ai du mal Ouais, à voir. ça vous semble difficile, mademoiselle, Oui, mademoiselle Aude, vous n'avez pas envie de vous lancer? Alors, là, dans ce cas-là, je pense que malheureusement, Monsieur Félix va avoir du mal à se retourner contre l'employé de la plage parce que je pense que autant le propriétaire de la plage n'est pas responsable des noyades ou ce qui peut se faire. La plage, normalement, sur une plage, ils sont quand même pas propriétaires de la partie du caillou où il peut plonger. Ça appartient logiquement pas à la plage. Et en plus de ça, je pense que, je suppose, je sais pas, que qu'il devait quand même avoir, je sais pas, peut-être une pancarte pour que Monsieur Félix ne, ça me paraît gros. En fait, là, je me dis que Monsieur Félix, je vois pas comment il pourrait se retourner contre cet employé. Bon, est-ce que l'employé a fait une faute? Pour moi, non. Si normalement il était responsable de la surveillance du plongeoir et qu'il s'est absenté, pour moi, il a fait une faute. Alors, attendez. C'est écrit où qui s'est absenté? Alors, il répète blablabla, Monsieur Félix, donc que son employeur qui était tenu de surveiller la plage, de se retourner directement contre son employé qui était tenu de surveiller la portion de la plage où se situait le tremplin. Donc on suppose qu'il n'était plus là. Je sais. Enfin, il est tenu de surveiller la portion de plage. Alors, ou même s'il était là, il n'est pas intervenu alors que Monsieur Félix plongeait. Oui. Donc, on pourrait éventuellement voir qu'il y a une faute de l'employé. Ça, on arrive voilà, à le déterminer. Y a-t-il eu un préjudice? Oui, puisque monsieur Félix s'est blessé. Est-ce que si l'employé avait correctement fait son boulot, est-ce que monsieur Félix aurait plongé et donc se serait blessé? A priori, non. Donc, il y a un lien de causalité. D'accord. L'employé, c'est bien l'employé de monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, du propriétaire de la plage ou de l'exploitant de la plage. Donc, il y a bien une relation de contrat de travail entre les deux. Donc, ici, on a réussi
a déterminé que la responsabilité de l'employeur du fait de ses salariés pouvait être mise en jeu. Parce qu'on a déterminé que nos 4 conditions étaient réunies. On a bien une faute d'un salarié, a priori un défaut de surveillance du plongeoir ou du tremplin. Oui, mais on a bien un préjudice et un lien de causalité. Donc, la responsabilité de l'employeur va pouvoir être engagée. Et en plus, vous pouvez rajouter que l'employé, lui, il est protégé par une immunité parce qu'il était dans l'exercice de ses fonctions et que la faute qu'il a commise, c'est une faute professionnelle. Effectivement, un défaut de surveillance n'est certainement pas une faute pénale. Donc, il garde son immunité et donc on ne peut pas attaquer le salarié, il faut attaquer l'employeur. Ok, Aude? oui, après, je trouve que c'est un petit peu gros parce que Monsieur Félix savait déjà qu'il allait se faire mal puisque les eaux étaient peu profondes. Donc, il savait qu'il avait de grandes chances et il a quand même pris le risque à ses périls. Donc, pour moi, c'est quand même un petit peu abusé d'aller chercher une responsabilité. Je ne sais pas. Mais vous avez raison, parce que en fait, c'est la deuxième partie. D'accord? On détermine la responsabilité et maintenant, on va voir, parce que là, on vous demande, quand on va vous demander de vous positionner, on va vous demander de vous positionner pour une personne. Ici, il faut aider M. Félix. D'accord? Donc, on ne va pas lui dire, M. Félix, c'est gros. Non, on y va. Boum. On lui dit, allez-y, vous pouvez attaquer l'employeur sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de leur préposer. Mais, de l'autre côté, l'employeur, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est pas M. Félix qui va dire, c'est un peu gros, j'aurais dû faire attention, etc. Même s'il le sait. D'accord? Mais c'est juridiquement, c'est l'employeur qui va lui dire, attendez, monsieur, ok, le fondement que vous annoncez, il est bon. Je suis responsable. Mais moi, je vais pouvoir m'exonérer de ma responsabilité. D'accord? Et ça, excusez-moi, je vais revenir sur le jam pour vous expliquer maintenant dans quelles conditions la responsabilité peut être atténuée. Je vais revenir sur mon jam. Hop. Donc, à chaque fois, vous le voyez, voilà, toutes les responsabilités ici qu'on a définies, de l'autre côté, la personne qui va être mise en cause, elle va pouvoir opposer pour essayer de se dégager de cette responsabilité. Elle va pouvoir, elle va pouvoir dire, voilà, ok, je suis responsable. Juridiquement, je suis responsable. Mais moi, je peux dire que vous, Monsieur Félix, dans le cas de Monsieur Félix, vous avez participé à votre propre dommage, vous êtes responsable de votre propre blessure parce que vous avez agi imprudemment, vous saviez que les eaux étaient peu profondes. D'accord? Donc ça, hop, je le mets maintenant sur... En fait, c'est les conditions d'exonération. Dans quel cas? Les cas d'exonération de la responsabilité civile délictuelle. Hop, voilà. Il y a 3 possibilités pour celui qui est mis en cause de dire « Ok, je suis responsable, mais attendez, vous avez fait le con aussi, monsieur Félix, là. Vous avez plongé alors que les eaux étaient peu profondes et que vous le saviez. » Ou peut-être même qu'il y avait même un panneau. Vous avez raison en parlant de ce panneau. Peut-être même qu'il y avait un panneau qui disait faites attention, eau peu profonde, ne pas plonger. D'accord? On le voit de temps en temps dans les piscines. Ne pas plonger, éviter de courir, etc. C'est pour éviter qu'effectivement le responsable de la piscine, sa responsabilité soit engagée, ou même si elle est engagée, de pouvoir s'en exonérer. Donc ici, 3 possibilités. D'abord, première possibilité, c'est une faute de la victime. Qui a participé
à son propre dommage. Donc, une faute de la victime qui aurait participé à son propre dommage va entraîner une exonération de la responsabilité. On va voir quel type d'exonération après. Donc, si la personne a elle-même agi de façon imprudente, effectivement, on va atténuer la responsabilité ici de l'employeur. Deuxième possibilité, la faute d'un tiers, une autre personne, d'accord? Une autre personne qui serait venue participer et qui aurait donc provoqué un peu le dommage. Et enfin, dernière possibilité, le cas de force majeure. Ici, pour le cas de force majeure, il y a trois choses qu'il faut vérifier. Pour que ce soit un cas de force majeure, il faut que ce soit irrésistible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il faut que ce soit, hop, je vais faire comme ça, imprévisible. Et il faut que ce soit extérieur à la personne. Voilà les trois critères de la force majeure. Alors, chacune de ces trois possibilités va entraîner donc une exonération de la responsabilité de la personne. Soit une exonération partielle, c'est le cas pour, ici, dans les cas où la victime a participé à son propre dommage, ou encore quand il y a une faute d'un tiers, et enfin, une exonération totale, c'est-à-dire qu'on ne sera pas du tout responsable quand il y a un cas de force majeure. Vous êtes en train de rouler à vélo, et d'un seul coup, une voiture vous fait une queue de poisson. Du coup, vous déviez, d'accord, avec votre vélo, et vous montez sur le trottoir, parce que votre vitesse était quand même importante, vous montez sur le trottoir et vous percutez une vieille dame. Donc, responsabilité ici du fait des choses, hein, puisque la vieille dame, elle a été percutée par le vélo. Le contact, c'est entre le vélo et la vieille dame. Si ça avait été vous, ça aurait été du fait personnel. Ici, vous êtes bien le gardien du vélo, puisque c'est vous qui le conduisiez, en l'occurrence. Il y a bien un préjudice, la vieille dame s'est cassé le col du fémur, et il y a bien un lien de causalité. Si vous ne l'aviez pas percuté, elle ne serait pas tombée et pas cassé le col du fémur. Boum, votre responsabilité est établie. Vous allez pouvoir vous exonérer de deux façons. La faute du tiers, d'abord, parce que effectivement, on vous a coupé, si on arrive à identifier le tiers, c'est-à-dire le véhicule qui vous a coupé la route, il a bien participé au dommage, d'accord ? Ou encore, un cas de force majeure, c'était imprévisible que la voiture vous double, vous ne pouviez pas faire autrement que de partir vers la droite, et le fait que la voiture vous fasse une queue de poisson, c'était bien extérieur à vous-même. Donc, moi, j'irai sur le cas, sur les conditions de cas de force majeure pour dire, OK, je vous ai blessé, mais je suis responsable, mais je suis exonéré parce qu'il y a un cas de force majeure. Donc, vous voyez comment on raisonne. On établit d'abord la responsabilité et ensuite on cherche éventuellement des cas ou des causes d'exonération, partielle ou totale. Faute de la victime, ici, dans le cas de M. Félix, là, on y va, on fait tout notre déroulé pour aller dire c'est la responsabilité de l'employeur, mais derrière, on va vérifier si éventuellement sa responsabilité ne peut pas être atténuée de part de la faute de la victime. Ici, le comportement de M. Félix, qui savait que les eaux étaient peu profondes,
c'est un comportement clairement imprudent. Il a participé lui-même à son propre dommage. Par conséquent, l'employeur pourra s'exonérer partiellement de sa responsabilité. Il restera, et là c'est le juge qui déterminera à quelle hauteur il sera exonéré, mais par exemple il pourra dire, bah non, monsieur Félix, c'est 50% de votre faute, 50% de la faute de l'employeur. Ça après, on ne vous demande pas d'aller jusque-là, mais il faut connaître, il faut savoir qu'il y a des cas où l'exonération de la responsabilité peut être envisagée. Il est très important que vous compreniez que quand on va vous soumettre un cas, on veut vous tester. On veut savoir ce que vous savez. Donc, évitez de donner tout de suite la solution en disant ouais, monsieur Félix, il a eu un comportement dangereux ou il a été imprudent, par conséquent, boum, on arrête là. Maintenant, si le correcteur, si on vous met un sujet où on vous demande d'abord d'étudier la responsabilité, d'établir une responsabilité quelle qu'elle soit, et ensuite éventuellement étudier les cas d'exonération, c'est parce qu'on veut que vous mettiez tout en œuvre. D'accord. Il est clair que les réponses en 2 phrases, vous êtes sûr de vous planter. Vous êtes sûr d'obtenir, si l'exercice il est sur 3, de 0,5. D'accord. Clairement, pour vous donner une idée, on attend au moins 20 lignes de résolution d'un cas. Je ne réponds pas à mon cas, même si alors, c'est pas cool d'attaquer. Je regarde un peu vos commentaires, c'est pas cool d'attaquer. Bah oui, mais bon, oui, en matière. Alors, c'est pas lui qui va attaquer, hein, c'est son assurance. Enfin, peu importe. Irrésistible. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite question. Allez-y. Du coup, après la solution, en fait, on va vérifier s'il y a possibilité d'être exonéré ou pas. Et Voilà. s'il n'est pas exonéré, C'est tout. enfin, on Bon, met voilà. juste une phrase, du coup. Bah, Ok, ça s'il roule. n'y a vraiment rien, on Parfait. n'étudie pas s'il y a strictement rien qui permet d'exonérer, c'est tout, on laisse tomber, on ne le fait pas. D'accord. On le fait que si. D'accord, donc si on pense qu'il y a moyen de. Oui, parce que sinon, il y a Ok, encore plein d'autres choses dont on pourrait dire. Et là, vous y passez 4 heures à résoudre le cas. Non, non, non. Vous n'envisagez les cas d'exonération que, éventuellement, s'il y a une possibilité. S'il n'y a pas de possibilité d'exonération, si dans les 2 premiers cas qu'on a étudiés, on n'a pas du tout étudié l'exonération parce qu'elle n'avait pas à être étudiée. D'accord. Parfait. Bon, allez, je vous lâche pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche pour tout le monde? Allez, bonne soirée à Bah, la tous. semaine prochaine, on est en À la semaine... stage juste pendant 2 pas la semaines. semaine prochaine? Bon, c'est dans 15 jours que vous êtes en stage, dans 2 semaines. Non, on est en stage pendant 2 semaines. Ouais. Oh, bon, alors on se voit plus pendant 15 jours. On se reverra donc dans 3 semaines. Allez, bon stage à tous alors. On vous laisse des vacances. Merci. C'est gentil. Merci.
Bonsoir à tous. Je monte juste 30 secondes, j'ai oublié mes lunettes en bas, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Alors, comme on l'avait prévu ensemble, hein, ou je l'avais prévu, je ne sais plus comment on avait fait ça, je vous propose de voir un chapitre de révision et il sera consacré aujourd'hui à l'étude de la rentabilité. Chapitre que nous avons vu il y a maintenant quelques mois. Exactement, on avait dû voir ça peut-être courant février ou peut-être au mois de janvier. Je vais d'abord refaire un très rapide topo sur le chapitre, d'accord, sur les notions qu'il faut connaître, qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Et puis, je vous proposerai, à travers l'étude d'un cas pratique qui a été donné au BTS il y a quelques années, j'en ai 2 sous le coude, de voir à peu près ce qui est attendu de vous si jamais ce type de sujet devait sortir. Alors, je reviens juste quand est-ce qu'on avait vu ça, je vais mettre en route la vidéo. Voilà, c'est